Ce jour dédié pour la libération de Binyamin Elazar ben Myriam et pour le Refoua Shema de Shlomo ben Esther. Alors on va demander de parler pourquoi le Shidour. Nous lisons maintenant dans les parashiyot sur la vote Avraham, Yitzhak et Yaakov. La méthode de mon exposé ce soir sera la méthode Avraham Avinu. Avraham Avinu, comment il a fait? Il a cherché où est le vrai Dieu. Mais d'abord, pour trouver le vrai Dieu, il a compris qu'est-ce qui était le faux Dieu. Son père, Terah, Taré en hébreu, en français, Taré, il avait un magasin d'Avodah Zara. Il avait des centaines de statues. Et un beau jour, il a dit à son fils, je dois aller faire une course, donc garde le magasin. Vient une dame qui amène une pizza, une belle offrande, pour une idole. Enfin, il me dit, vous ne comprenez pas que c'est des statues, c'est des bêtises tout ça. Et il s'énerve, il prend un gros patiche, un grand marteau, 5 kilos, et commence à casser toutes les statues. À part une des plus grandes, et il met le marteau dans les mains de la statue la plus grande. Son père vient au magasin, il voit tout détruit, il a le vertige, et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y a une dame qui a amené une pizza, et les idoles ont commencé à se bagarrer les unes avec les autres, et le grand il s'est énervé, il a pris un marteau et il les a tous esquintés. Il dit, tu me l'as fait à moi, ça va pas, quoi. Alors, tu es d'accord, papa, que c'est des bêtises? Bon, et comme ça a commencé le périple d'Avraham Avinu, son père l'a dénoncé au roi, qui l'a jeté au feu, etc. La méthode d'Avraham Avinu, elle consiste à quoi? D'abord détruire les idoles, et après, prouver quel est le vrai Dieu. On va prendre la même méthode ce soir. On va d'abord voir la mauvaise méthode, comment trouver sa femme. On expliquera pourquoi elle est mauvaise. Après, on dira la bonne méthode, on va expliquer pourquoi elle est bonne. Mais pour bien comprendre pourquoi la bonne elle est bonne, il faut d'abord comprendre pourquoi la mauvaise elle est mauvaise. La méthode mauvaise, elle est, on sort, on va à la plage, on va en boîte, ou bien si on est plus religieux, on va boire un pot, ou un sheva brachot, ou un cocktail d'un mariage, ou voilà. Et tout à coup, comme ça, nos yeux font une vérification, et tout à coup, notre radar verrouille sur une cible potentielle. Elles aussi, d'ailleurs. Elles sont beaucoup plus discrètes. Elle fait un tour de un, tac. Première chose qu'elle va faire, ne pas le regarder. Et, clac. Lui, il regarde les cheveux qui bougent comme ça. Il regarde tout de suite. Et il commence à faire le coq. Elle commence à faire la poule. Cote-cote, cocorico, cote-cote, cocorico. Ou bien, en boîte. En boîte, c'est plus dur. Parce qu'on n'entend rien. Là. Boum, 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 boum. Et puis tu vois même pas. Parce que tu vois pas. Tu vois pas. Mais bon, le balancement a l'air intéressant. Tu te balances, elle se balance, on se balance. Ou bien aujourd'hui, par Internet. Des fois, c'est un homme qui te fait le coup que c'est une femme. Il y a de tout aujourd'hui. Bon, toutes les méthodes où on rentre en contact par méthode de séduction. C'est-à-dire qu'on a été attiré par un truc assez extérieur. Elle est sympa, elle rigole, elle est jolie, elle est sympa. Voilà. Et puis, on ne sait pas tout ça avec notre femme. C'est pas tout la question. Maintenant, on est en mode de séduction pour voir si ça marche bien. On s'échange les numéros, on se rencontre, on discute, machin, etc. Et après, on commence à sortir ensemble. Sortir ensemble, il y a la méthode hard, la méthode light. D'accord, light, on est chômeur néguia. Juste simplement, on a les portables ici, 100 fois par jour. On va voir qu'est-ce qui se passe. Elle m'a écrit un mot, j'ai écrit un mot, je suis sorti de la classe, je suis rentré en classe, comment ça va, c'est tout bon. Ou bien, on n'est pas chômeur néguia, mais je ne suis pas chômeur néguia light, pas chômeur néguia hard, toutes les façons possibles et imaginables. Ou bien, ça passe, ou bien ça casse. Ça casse. Si ça passe, on est ensemble 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an et demi, 2 ans.
Et bien l'âge du mariage, on se dit, bon, peut-être que cette fille-là, peut-être pour moi. Elle dit, peut-être ce garçon, c'est pour moi. Jusque maintenant, on s'est amusé, c'est sympa, tout ça, il y a des sentiments, etc. Mais si c'est lui, attention. Si c'est elle, attention, c'est plus de la blague. Il s'agit maintenant de prendre la femme qui va être la femme de ma vie. Je ne vais pas me planter. Je vais autour de moi, c'est pas la joie. Ce même garçon dont j'ai parlé l'autre jour, qui venait d'une école juive, qui avait 15 ans, il m'a dit qu'il n'ose plus demander dans sa classe si les parents sont divorcés ou pas, parce qu'il n'y en a que 3 qui ne sont pas divorcés, de parents. Et je ne sais pas qui est plus misken, ceux qui ont les parents divorcés ou encore pas divorcés. Parce que quand c'est pas encore divorcé, des fois, c'est tellement pire à la maison que mieux vaut divorcer déjà. Donc on voit qu'autour de nous, c'est pas la joie. Mais nous, on ne veut pas rater, je ne veux pas divorcer. Donc je suis super, super prudent. Alors, tant qu'on s'est amusé et qu'on s'est bien aimé, ça va, ok. Mais là, maintenant, attention, je t'aime bien, mais attention. Si tu vas être ma femme, là, c'est pas de la rigolade. Il faut être super sérieux. Elle aussi. Donc, on se met en tant que juge. Je dois être le plus impartial possible. Vraiment, là, j'enlève mes sentiments. Je dois arriver à être extrêmement droit et vrai et analyser est-ce que c'est vraiment elle qu'il faut pour moi durant ma vie. Et elle fait la même analyse aussi. C'est foutu d'avance. Pourquoi? Si tu arrives au point où tu poses la question maintenant si c'est elle, tu es amoureux. Tu es très amoureux. Si vraiment c'est un cas psychiatrique grave, tu diras non. Mais ça va être un déchirement au niveau sentimental terrible. Tu es attaché à elle, ça fait 1-2 ans que tu es avec elle. Tu as 100 mails par jour avec elle. Ou moins, peu importe, mais tu es attaché. Donc tu as un pot de vin. Chazal dit qu'une pièce, que quelqu'un t'a donné, tu t'as jugé en 2 parties, t'a donné une pièce de 10 centimes, déjà tu ne peux plus être impartial. Déjà, tu as une tendance à vouloir juger en sa faveur. Là, tu dis, je dois décider. Et mon cher ami, comment tu vas dire non? Tu peux dire non. Mais il faut qu'il y ait des défauts tellement terribles. Et des fois, c'est comme ça. Combien de gens m'écrivent qu'ils sont avant le mariage, ils voient les tas de défauts. On va parler après le mariage. D'habitude, ils m'écrivent 2-3 ans après le mariage. Il dit, voilà, j'étais très amoureux de mon mari, etc. J'ai vu des défauts énormes qu'il avait, mais j'étais aveuglé. J'étais super amoureuse. Lui aussi. Forcément, dans le jugement qu'on va faire, on va voir les défauts, on va se dire, bon, c'est pas si grave. Et puis avec le temps, on va travailler ensemble, ça ira. Et votre Hachem, Dieu va faire que, on a tendance à minimiser les défauts. Les qualités, plic, 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 deviennent x10. Ou x2, ça suffit. Donc dans la balance, tu as les défauts et les qualités. Qu'est-ce qu'on dit? Mazal tov. Et il y a demande, et tout le monde est content. Le jour du mariage, tout va très bien. Et la vérité, c'est pas comme ça. Dès après les fiançailles, déjà, ça commence un peu... Vu qu'on sait déjà qu'on est ensemble, on se permet un peu plus. Il y a déjà un peu des embrouilles. Mais on ne va pas arrêter le mariage pour ça. On a déjà envoyé, on a déjà pris la salle, etc. Et... Bon, il y en a combien? Aujourd'hui, quelqu'un qui m'a appelé. Dans 3 mois, elle se marie. Et puis les fiançailles, tatati, tatata, elle ne sait pas quoi faire. C'est très dur. Elle est amoureuse, il est amoureux, mais elle voit les problèmes. Et d'habitude, ils vont se marier. Maintenant, les premiers tours amoureux, ça va. L'amour, il dure combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, puis au bout d'un moment, on se lasse. On rentre dans la routine. Et le bel amour brillant, extraordinaire, Roméo et Juliette qu'il y avait avant le mariage, eh ben, il n'est plus là. Il reste ses défauts. Non seulement cela, mais après le mariage, les choses reviennent dans la vraie réalité. Ça veut dire que moi, j'ai fait de façon artificielle, malgré moi, j'ai minimisé les défauts et j'ai augmenté de façon artificielle les qualités. Après le mariage, qu'est-ce qui se passe? Tout revient à la vraie réalité. Et on voit les gros défauts et le peu de qualité qu'il y a. Et de plus, vu qu'on est de nature critique, et c'est difficile pour nous de supporter les défauts, donc les défauts deviennent insupportables par rapport aux qualités. Quand même. Bon, bah, c'est normal, quoi. Et vas-y, Shalom Bayit par terre. Mais Rav, tous les couples, ils se disputent et ils ont des problèmes. C'est vrai. Mais néanmoins, on peut essayer d'avoir un départ qui soit plus réussi.
Ça, c'est la méthode tordue. Il y en a qui ont réussi comme ça. Il y en a, c'est vrai. Tout ce que je dis, ce n'est pas des sciences exactes. Mais au niveau statistique, c'est clair que c'est une mauvaise façon de faire qui amène beaucoup plus de malheur que la bonne façon de faire. La bonne n'est pas toujours totalement bonne. Il y a aussi des cas où ça ne marche pas. Mais on veut mettre le plus de chance de notre côté. Je prends maintenant statistiquement comment faire pour que ça réussisse le mieux. Ça, c'est la méthode mauvaise. Comment elle va, comment elle fonctionne, je vais la résumer, c'est très simple. D'abord, on est amoureux. Après, on juge si c'est vraiment elle. Et donc, forcément, ton jugement, il est faussé parce que tu étais déjà amoureux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va changer l'ordre, tout simple. On va commencer par juger. Si c'est bon, on va tomber amoureux. J'ai tout gagné. Chas et shalom, il y a des gens qui croient que dans le Shidur, le mariage juif, c'est un mariage de raison. On se marie sans être amoureux. Chas et shalom. En aucun cas. C'est faux, c'est archi faux. C'est archi faux. C'est pas humain. Tu mets ensemble deux personnes dans la même chambre qui s'aiment pas, c'est dégueulasse. Simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va limiter la casse. Qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de juger de façon partiale, parce que ton jugement est forcément faussé parce que tu es déjà amoureux, tu vas juger avant. Comment on va faire? Tu ne vas pas la voir. Il n'y a pas ni de plage, ni de peau, ni de cheveux brachot, ni rien. Quelqu'un qui te connaît et qui t'aime bien, et qui la connaît et qui l'aime bien aussi, qui pense qu'on pourrait bien aller ensemble, et te propose. Avant de la voir, tu fais une enquête serrée. Et j'insiste là-dessus parce que les gens ont tendance à baser l'enquête. Comment elle est dans ses midotes? Tout ce que je dis, c'est à l'envers, les femmes sur les hommes aussi. Gentil, pour un homme responsable, honnête, droit, niveau de religiosité. Une des sources numéro 1 de discorde dans un couple, c'est la religion. S'ils sont les deux d'accord, ça va très bien. Mais un plus, l'autre moins, ça fait des problèmes terribles. À quel degré il faut que ce soit pareil? Il faut que ce soit pareil, le mieux. Pareil. Plus c'est pareil, mieux c'est. Mieux c'est. Justement, est-ce qu'il y a un... Je vais expliquer le principe, le problème, pourquoi c'est un problème. Elle va aller chez sa mère, la belle-mère. Ça me casse les pieds. Mais je peux m'écraser pour ses beaux yeux. C'est ma femme, j'accepte, je comprends, c'est un package deal, je ne me marie pas qu'avec elle, je me marie avec la famille, j'accepte. Elle est à la mer, moi j'aime la montagne. Je m'écrase, on va à la mer. Elle veut aller au cinéma, moi je veux au restaurant. On ira au cinéma. Cinéma caché, bien, d'accord? Etc. Je peux m'écraser sur tout. Est-ce que je peux m'écraser sur la Torah? Elle veut, je sais pas moi, manger un moins bon kasher. Elle veut aller dans un hôtel, mais c'est pas sa noix, et des bonnes femmes pas bien habillées. Elle veut qu'on fasse le shopping, qu'est-ce que j'en sais, moi, Shabbat. Tout, chacun à son degré. Je peux m'écraser sur tout, mais je ne peux pas m'écraser sur la parole de Dieu. Je ne peux pas dire oui, donc je dis non. Explosion. Terrible, extrêmement dur. Les deux souffrent. La personne non religieuse, moins religieuse, parce qu'on lui met la barre trop haut, puis c'est étouffant. La personne trop religieuse, pas trop religieuse, plus religieuse, parce que qu'est-ce que je veux faire? C'est la parole de Dieu, je ne peux pas faire moins. C'est Dieu qui a ordonné. Et les enfants, on veut donner une bonne éducation aux enfants. Donc encore toi, tu fais ce que tu veux. Mais quel exemple je vais donner aux enfants? Donc c'est terrible. Donc c'est très important de vérifier le niveau de religiosité. Les midotes, les traits de caractère. Le caractère d'homme, il doit être responsable, il doit être honnête, les deux doivent être gentils. C'est la base de tout, la gentillesse. L'humilité, c'est possible. On est prêt à s'écraser, on est prêt à céder à l'autre. Céder, C-E-D-E-R, pas céder, S-A-I-D-E-R, d'accord? Céder, je cède, d'accord? À l'autre, je suis d'accord de reconnaître mes torts. Ne pas être nerveux si possible. Vérifier la future belle famille, super important. Tu as des belles-mères, une des sources principales de supplément, il y a beaucoup de sources principales, mais une source principale supplémentaire de divorce, c'est les belles-mères. Je fais un cours, je vous le ferai à l'occasion, qui s'appelle les belles-mères, d'accord? Une belle-mère, elle doit faire une seule chose dans sa vie, se taire. Rien. Jamais faire une remarque constructive, gentille à sa belle-fille. Jamais. Rien. Que sourire. Maintenant, les gendres, et surtout les belles-filles, doivent aussi honorer leur belle famille. Les grands de Torah disent peu, mais dans le peu qu'ils disent énormément de choses.
Énormément. C'est le... Qui a dit ça? J'ai entendu encore cette semaine. Je crois du Chazon Ish, je ne suis pas certain que c'est de lui, ou un autre grand Rav Ashkenaz. Il a dit pour le couple, après je vais parler pour la belle-mère. Il a dit pour le couple, pour réussir un couple, il faut 3 choses. La première, céder, C-E-D-E-R, là tu t'écrases. La deuxième, céder. La troisième, céder. Très bien dit. Ça m'a rappelé une chose, quand il a dit ça, que je répète souvent, à tous nos khatanim, à tous nos mariés qui vont se marier. Les beaux-parents, c'est le Rabbi Salman Bachoul qui a dit ça, Zatzal. Il a dit peu, mais là-dedans, il y a tout. Les beaux-parents, une seule chose, il a dit. Kavod, kavod, kavod. Tu leur fais le tapis rouge, tu les honores. Monsieur le beau-père, monsieur la belle-mère, tu fais le tapis rouge. La belle-fille, surtout, à sa belle-mère, à son beau-père. Si elle fait ça, la belle-mère se la ferme, on a gagné. On a gagné. Donc vérifiez, il y a des belles-mères qui cassent les couples complètement. Il y a des maris ils ont le cordon ombilical avec leur mère. Ça va pas. La Torah, elle dit Alken Yazov ish et avimo. C'est pour cela qu'un homme quittera son père et sa mère. Vedavak veishto, il s'unira à sa femme. Vayou, les basar ils seront une seule chair. C'est la Torah dit qu'on coupe. On coupe. Clac. Mais mon fils, et Marie a fini. Un beau jour, le fils, c'est très dur, parce que des années jusqu'à ce que normal, le gosse, il est anormal, d'accord. Le jour où il devient normal, une étrangère vient, le prend. Une mère doit savoir regarder maintenant, c'est qui celle-là, comment, et c'est fini, le fils ne lui parle plus, il est amoureux, d'accord. Donc il peut avoir un sentiment de jalousie normal. La Gemara, elle dit, c'est un peu compliqué au niveau ilchatique, comment je vais vous raconter ça, parce que c'est assez beau. À l'époque, ils habitaient tous dans des chatzerot. C'est quoi un chatzer? C'est une cour commune. La cour commune, elle a un statut, d'après Chazal, de Reshut Harabim des Rabbanan. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de porter une chose dans la cour commune plus de 2 mètres, comme à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'on fait pour autoriser cela? Deoraita, c'est un Reshut Ayachid. Mais des Rabbanan, on fait Reshut Harabim. On fait un Hérouv Chatzerot. On met un pique-nique, chez un endroit, une des familles, c'est comme si on mange tous ensemble, donc c'est la même famille. Qu'est-ce qui passe si maintenant quelqu'un, il part Shabbat, il va passer Shabbat autre part? Son domaine dans le Khatser lui appartient. Maintenant, le pique-nique qu'on a mis ne sert à rien, parce qu'il ne va pas manger ici. Donc en fait, on a deux domaines, on a deux propriétés dans le même domaine. Donc ça devient de nouveau un Reshut Harabim, un domaine public, on ne peut pas y porter. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, avant de partir de ce type-là, il doit faire un bitul Reshut. Il dit, j'annule ma propriété dans le Khatser. Comme ça, lui, il annule. Nous, tous ceux qui restent, on s'unit ensemble avec le pique-nique commun, et ça va. Chazal disent, dans Gemara, dans Masechet Eruvin, il y a un seul cas où ça ne marche pas. Si le type il va passer Shabbat chez ses parents, il ne peut pas annuler sa propriété. Pourquoi? Parce qu'il y a une chazaka, une présomption que c'est clair. Au milieu du Shabbat, il revient. Pourquoi? Parce que sa mère s'engueule avec sa femme. Sa femme lui dit, je rentre, d'accord? Et il revient au milieu du Shabbat, il a annulé sa propriété. Il ne peut pas annuler. Tu vois, tu reviens au milieu du Shabbat. Donc il y a une présomption, quand la belle-fille et la belle-mère, ça va être la guerre. Donc il faut faire des efforts considérables des deux côtés. La belle-mère, elle dit jamais rien, ni à son fils, encore moins à sa belle-fille. Et tout est très bien, point barre. C'est ça. Sinon, elle va tout casser, elle va faire du mal à son fils. C'est en très court le cours d'histoire des belles-mères, d'accord? Et la belle-fille et le gendre, ils vont faire kavod, honorer infiniment leurs beaux-parents. Donc on vérifie la belle famille quand même, parce qu'il y a des tordus. Alors tu te maries avec elle, tout va très bien, mais autour, c'est la jungle. Une fois qu'on a vérifié, on ne l'a pas encore rencontré. Première rencontre. Il est impossible qu'à la première rencontre, tu dises c'est elle. Si c'est le cas, c'est bizarre, parce que il y a eu un flash, nous ne croit pas au flash. Nous on croit à la réalité vraie. Le vrai, il ne peut pas être dans le flash. Le flash, c'est toujours très soudain, et ça, comme ça vient, ça part. Le coup de foudre, vous connaissez le coup de foudre? Les gens tombent amoureux comme ça, ils vivent ensemble des fois longtemps, puis un beau jour, ils n'aiment plus. Plus rien. Je ferai un cours aussi là-dessus. Pourquoi? Quel est le vrai amour, quel est le faux amour? Je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Rappelez-moi l'occasion. Le vrai amour et le faux amour. Donc, première rencontre, on la voit.
Ça va être sympa. Rencontre amicale, on rigole, il faut qu'il y ait une bonne chimie. On ne va pas encore rentrer trop dans le sujet trop important. Alors, très sympa, mais on a les antennes super, toutes les antennes paraboliques, d'accord, super ouvertes pour tout voir, chaque mot, parce que chaque petit mot peut révéler un iceberg, d'accord. Chacun fait attention à ne pas dévoiler le linge sale qu'il a, mais on doit être quand même assez fin pour comprendre, lire entre les lignes. Donc, tension intérieure, mais cool à l'extérieur. C'est important de tout se dire. Alors, on ne va pas tout dire. Mais on ne va pas non plus tout cacher. Laisse-moi avancer un peu, après je vais répondre à ta question. Deuxième rencontre. Là, on commence déjà. Alors, première rencontre, ce type dit, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y en a qui forcent peut-être une deuxième rencontre, parce que des fois, on s'attendait à une blonde de 2 mètres et elle est brune 1m40. D'accord. Alors, le choc est un peu gros. La deuxième fois, on est plus habitué. Bon, j'exagère, mais des fois, on s'attendait à quelque chose, on a vu autre chose. Alors, on n'arrive pas à se remettre de la nouvelle. Ou le contraire, tu attendais une 40 et une 2 mètres blonde, d'accord. Pour penser à une blonde. Il faut que psychologiquement, tu t'habitues à cela. La deuxième fois, tu sais plus vers quoi tu vas. Donc, des fois, on conseille une deuxième fois. Mais si c'est clair que c'est non, alors c'est non après une fois, c'est bon. Si on ne sait pas, c'est rare qu'on dise, voilà, c'est elle. Je le dis, on n'y croit pas. Je ne sais pas. Il y a une bonne raison de dire non, aucune bonne raison. Alors, deuxième fois, on y va. Deuxième fois, deuxième rencontre. Et là, toujours dans une bonne ambiance sympathique, on commence à passer, on parle aussi des choses plus importantes. Les buts de la vie, les midotes, les familles, notre niveau de religion, le sens, comment on veut éduquer nos enfants. Déjà des choses beaucoup plus essentielles dans la vie de couple. Toujours sympathique, il ne faut pas que ça dure plus de 2 heures, entre 1h30 et 2 heures. Préparer aussi des reprises, parce que très souvent il y a un blanc. Les deux comme ça. Alors tu prépares vite, tu tournes ton papier, ouais, d'accord, préparer les reprises. C'est pas grave qu'il y ait des blancs, ça arrive dans tous les shidorim, ça arrive, mais c'est bien comme ça, c'est plus rapide. Enfin, on sait comment s'en sortir rapidement, c'est plus à l'aise. Après 2 fois, de nouveau, où il dira non, c'est pas ça. Plus on avance, plus les choses se précisent. Où il dira je ne sais pas, il ne peut pas encore dire oui. Et on continue à avancer. Toujours une bonne ambiance, il faut être sympa. On n'est pas ici en train de faire un interrogatoire du FBI. En fait, oui. On fait un interrogatoire du FBI, mais en tant que rencontre sympathique. D'accord ? Donc, il faut être, comme je dis, intérieurement, c'est une enquête. On est en situation d'enquête, je dois faire attention. D'un autre côté aussi, il faut que ce soit sympa, parce que je ne suis pas en train d'acheter une maison, je suis en train de voir avec quelle femme je veux me marier. Donc, il faut qu'il y ait une sympathie, une bonne chimie. Au bout de 3 rencontres, 2-3 rencontres, on est obligé de tout dire en ce qui concerne les points graves. Ça veut dire maladie psychiatrique, maladie héréditaire. Les gens qui ont un passé, il y en a qui ont un passé grave, comme garçon ou fille. On ne rentre pas là-dedans. On dit je suis un Baal Tchouva. Quelqu'un qui a, par exemple, une fille qui n'est pas vierge, par exemple. D'accord ? Elle ne doit pas dire je ne suis pas vierge. D'abord, ce n'est pas joli de dire une chose pareille. Mais elle dit je suis une Baal Tchouva. Si la personne commence à poser des questions. Alors, tu dis, ouais, je t'ai dit, je suis une Baal Tchouva. Les rabbins ont dit, on ne rentre pas là-dedans. Non, on répond comme ça. Je suis une Baal Tchouva, mieux vaut ne pas en parler. C'est un problème pour le garçon, il a le droit de se renseigner plus et d'arrêter chez droit que de ça ou pas. On pose trop de questions. Si c'est un problème, je vais te dire ce qui se passe. Il y a des garçons qui ont des phobies. Et après, elle lui a raconté, bon, j'étais avec un garçon. Combien de temps, comment il s'appelait, Après, lui, après toute sa vie, il est avec elle dans le lit et il imagine, et il y en a qui m'ont écrit comme ça, il peut pas, ça passe pas. C'est des phobies. Ça sert à rien de creuser. Quand je dis, je suis une Baal Tchouva, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Baal Tchouva, c'est ça. J'étais non religieux, voilà, je suis Baal Tchouva. Il y a Hein? différents degrés, c'est déjà des Baal Tchouva qui ne font pas partie aussi loin. Quelle est ta question, c'est la vierge ou pas? Pour la virginité, pour d'autres choses, je sais pas, pour de la Ok, alors, drogue aussi. Drogue, par exemple, c'est une chose qu'on peut dire. On peut pas dire qu'est-ce qu'on a pris, qui, quoi, comment, donc où. D'accord? Ouais, j'ai goûté un peu.
Faut pas rentrer dans le détail. Faut pas rentrer dans le détail. Hein? Pour les relations, on peut dire un nombre environ ou Non, on rentre pas là-dedans. Franchement, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est une curiosité mal placée. La seule chose à faire, c'est après ça, le type, ou elle aussi, il a connu 10 000 filles, d'accord? Elle va commencer à gamberger dans sa tête, voilà, ça sert à rien. Le Baal Teshuvah, ça veut dire tout sans qu'on ait rien dit. Baal Teshuvah signifie, en 2 mots, on n'est pas pur, on a fait Teshuvah, Baruch Hashem, mais Dieu aime les Baal Teshuvah, voilà, tu me prends comme je suis, tu veux pas, tant pis. Idem pour le garçon et pour la fille. Est-ce que si elle n'est pas Betula, c'est une raison d'arrêter ou non? C'est pas la raison d'arrêter. Si lui, il n'est pas puceau, il n'y a aucune raison qu'elle soit pucelle, elle. Aucune raison. Elle aussi a fait Teshuvah. Et alors quoi? Au Beddin, si quelqu'un maintenant, après le mariage, on lui a dit qu'elle était vierge, elle n'était pas vierge, on lui demande, et toi? S'il dit je suis vierge, je suis puceau, c'est une bonne raison pour divorcer. S'il y tient, parce qu'on va lui dire, on peut lui donner raison. Sinon, non, mon cher ami, c'est pas une bonne raison. Je dis maintenant le Beddin, d'accord, dans les cas qui arrivent. Et si la fille elle est vierge et le garçon il a eu des relations? Il dit, je suis un Baal Teshuvah. Elle va lui poser la question, je suis un Baal Teshuvah. Elle décidera ce qu'elle veut. Ok? Donc dès la 3e rencontre, on doit dire les choses, mais on atténue un peu. Pas besoin de rentrer dans le... Maintenant, à lui, s'il veut faire une enquête, pas sur ces choses-là. Par exemple, sur une maladie. D'accord? Il y a des cas de gens qui ont des maladies psychiatriques. Il y a 2-3% de la population qui ont des maladies psychiatriques. Ils prennent des cachets, ils ont l'air normaux. Mais des fois, dans la vie, il y a des cas durs, et tout coup, ils tombent en dépression, ou carrément, ils partent en cacahuète, d'accord? C'est une question. Ça vaut la peine, donc si on sait cela, ça vaut la peine de les voir ensemble, le psychiatre qui s'occupe du type, et il dira exactement ce qu'il en est. À la fille de décider. Pourquoi on ne fait ça pas avant? Parce que des fois, c'est pas une bonne raison de dire non. Mais le type, il dit, j'entends notre page, je ne veux pas du tout la rencontrer ou le rencontrer. Pourquoi pas plus tard? Parce qu'après, on profite déjà du fait que le type, il est attaché sentimentalement, elle ou lui, il n'a plus le courage de dire non. Moi, j'ai un élève ici, le pauvre. Il s'est fait avoir, il a fait un shidour. Nous, on s'occupe des shidourim, c'est la yeshiva. D'accord? On suit et on aide. C'est très important que quelqu'un suive le shidour. Des fois, des shidours partent en cacahuète pour des bêtises. Parce qu'il y a eu une incompréhension pour des raisons qui ne sont pas des bonnes raisons. Et des fois, il y a des très bonnes raisons d'arrêter et il continue quand même. J'ai un élève, misken. Un jour, il me dit, voilà, je me fiance demain. Bon, mazal tov, très bien. Il a la famille, machin, etc. Il est tout content, et voilà, etc. Il s'est fait avoir. Et comment il s'est fait avoir? La fille, à la demande, il lui a dit qu'elle a un problème, un problème psychiatrique. Il y a encore un autre truc qu'il m'a dit, je ne sais plus quoi. Et lui, c'était soi-disant le papa, un élève de Rabbi David Abou Hatzera, et machin, ouais, était tout content, etc. Et le pauvre, toutes les quelques semaines, il part en hôpital psychiatrique. Il n'a pas une vie, très difficile. Donc c'est important de vérifier ces choses-là. Et c'est des choses que les gens cachent. Donc il faut bien vérifier. Ils n'ont pas le droit de mentir. Il y en a qui mentent. Mais quand on n'a pas posé la question, alors ils sont intouchables. On va poser la question, ça va poser la question, j'aurais répondu. Donc dans les questions qu'on pose, on pose la question, est-ce qu'il y a des problèmes psychiatriques? Et si oui, on veut savoir qui, quoi, comment. C'est pas une bonne raison de dire non, mais c'est une bonne raison de vérifier qu'est-ce que c'est. En fonction de la gravité, on verra. Hein? C'est le truc, c'est pas en la voyant que tu demandes à elle. C'est déjà au shidour, avant, au chatran, à la personne qui te fait, tu dis, j'aimerais me savoir, pose la question, est-ce qu'il y a des problèmes psychiatriques dans la famille? Des fois même, c'est chez les parents et c'est héréditaire. Il y a certaines maladies qui sont héréditaires. Il faut se renseigner là-dessus. Et des fois, ils mentent. S'ils mentent, alors... C'est pas long de dire. Non, tu peux aussi. Après 2-3 rencontres, écoute, voilà, les rabbinim ont joué, vu que ça avance bien, je vais être certain, voilà, est-ce qu'il y a des problèmes de santé? Comment je fais pour recevoir quelqu'un à l'Yeshiva? Il y a 4 questions que je pose. Je ne vais pas dire à quelqu'un, bon, est-ce qu'il y a des problèmes psychiatriques? C'est un peu... Alors, je fais comment? Est-ce qu'il y a des problèmes de santé? Non. Dans la famille, truc héréditaire? Non, ok. Problèmes de santé mentale, genre dépression, cachet? Alors, ils me disent, il y en a qui mentent, c'est arrivé. Il y en a qui ne mentent pas. Mais si je n'ai pas posé la question, le type, il n'a aucune raison de me le dire. Donc, tu peux tout à fait, après 3-4 rencontres, écoute, j'aimerais quand même certains, voilà, est-ce qu'il y a des problèmes de santé dans la famille? C'est légitime comme question.
trucs héréditaires, s'il y a des problèmes sentimentaux aussi dans la famille, tout ça. Voilà, t'as dit. Elle ne va pas dire chez eux pas, mais chez moi oui. D'accord. Enfin, elle ne peut pas cacher ça. Donc, ça doit se faire. Je pense que c'est tout à fait normal. Une enquête doit être une enquête. Elle pose la question à toi aussi. Pourquoi pas? Peut-être c'est toi le fou. Hein? Qu'est-ce que j'en sais? Donc, c'est des choses qu'il faut vérifier. Ok. Alors, je suis en train d'expliquer pourquoi c'est très intelligent. Maintenant, les sentiments ne peuvent pas venir à ce stade-là. Entre 3, 4 et 5 rencontres, c'est très difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on se rend compte que ça commence à être sérieux et que c'est potentiellement ma femme. Ça commence à être sérieux maintenant. Dire oui, je suis incapable. C'est trop tôt. Dire non, je suis incapable aussi parce que c'est dommage de dire non parce que c'est une bonne proposition. Il y a une période comme ça de doute qui est difficile à passer. C'est écrit que le zivug, l'union entre un homme et une femme, c'est aussi dur que la traversée de la mer Rouge. Il existe environ 1000 explications sur cette parole de Chazal. La mienne est la suivante. Quand on fait le shidur, c'est comme quand on est arrivé au bord de la mer Rouge. Ben Israël au bord de la mer Rouge, ils sont arrivés la nuit, ils voient des vagues énormes, une tempête, des vagues de 5 mètres. Bon, on s'arrête, on ne peut pas continuer. On s'arrête. On fait marche arrière. Du coup, ils voient maintenant l'armée égyptienne qui arrive. On ne peut pas aller non plus, il faut aller en avant. Ni en avant on peut aller, ni en arrière. On se met à hurler à Hachem. Cette période-là, c'est ça. Entre 3 et 5 environ, on rentre dans une période là de doute qui est très difficile à supporter parce qu'on ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Alors, il faut savoir que c'est normal, tout à fait normal, et personne n'a dit ni oui, non, tout continue, bêtement. Qu'est-ce qu'on attend? On attend le feu vert du bon Dieu. Si l'enquête, elle est bonne, moi, au bout de 5 rencontres, on a fait 5 fois 2 heures, on a fait 10 heures d'interview, c'est énorme. D'habitude, la personne sait plus sur elle que ses parents même. C'est beaucoup de choses sur elle. 10 heures d'interview, c'est énorme. Si on parle de bêtises sans cesse, alors on n'en sait rien, on ne fait que des blagues. Mais si on a parlé de choses essentielles, j'ai dit, il faut une partie sympathique, blague, etc. Il faut être sympa, mais aussi des choses essentielles. Au bout d'un moment, on sait beaucoup sur la personne. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? L'enquête, elle était bonne. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? Est-ce qu'on est amoureux ou pas? L'amour, il vient, c'est extraordinaire, c'est vraiment comme une montre suisse. Hein. Ça vient, si c'est le bon numéro, ça vient entre 5 et 8 rencontres. J'en ai un qui est venu après 50 ans, il me dit, rien du tout. Il fait encore, t'es à 5? Ah, c'est jusqu'à 8. Après, à la 6e, il revient, c'est elle, extraordinaire, je suis amoureux. En une rencontre, il est passé de 0 à chaud comme une citrouille. Donc, entre 5 et 8, ça vient, c'est très très soudain. Pas besoin de tomber extrêmement amoureux, il faut qu'on puisse... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que si c'est le bon numéro, on tombe amoureux. Mais on n'ose pas encore parce que on ne sait pas. On ne peut pas contrôler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On contrôle tout à fait, on contrôle les sentiments. Mais on est capable de faire une analyse intérieure et voir si je me lâche, là je tombe amoureux. C'est pas que tu n'es pas encore amoureux, mais la fille, elle te plaît et tu sens que si tu te lâches, tu vas tomber amoureux. S'il y a ça, c'est le bon numéro. En 5 et 8. Si après 8 rencontres, tout va bien au niveau du papier, l'enquête, elle est top, tous les points sont comme il faut, mais il n'y a pas le déclic, alors on arrête. Ça n'a rien de continuer, rien ne va s'arranger. Voilà, ça c'est une méthode qui met beaucoup plus de chances de notre côté de réussite. Parce qu'on a fait l'enquête de façon intelligente, une enquête avant de la voir, donc on n'était même pas pris par tes blonds de 2 mètres, tu n'as même pas vu ça. Une enquête en la voyant, et après l'amour il est venu, simplement c'était pour donner que c'est le bon, parce qu'il peut y avoir une fille qui est très bien, mais elle n'est pas pour nous. Elle est pour nous, vu que je suis tombé amoureux, j'ai vérifié, donc il n'y a aucune chance, il n'y a aucune bonne raison pour laquelle ça plante. Maintenant, il est vrai, ça ne garantit pas qu'effectivement le couple va réussir, il y a tout un travail de couple à faire. Dieu a un certain but pour lequel on se marie, on en parlera, Bin Neder, la fois prochaine. Baruch Adonai, Oman Ve'amen.